Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission L'invité du week-end. Au Bénin, la filière anacarde constitue la deuxième en termes d'exportation et le troisième pilier de l'économie nationale après le coton. Elle contribue à 3% au PIB et 7% au PNB agricole et représente 8% des recettes d'exportation. Fort de son importance pour l'économie nationale, le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action, l'a retenue comme filière prioritaire. Aujourd'hui, comment se porte cette filière? Quels sont les acteurs qui y travaillent? Que peut-on retenir de l'accès au marché? Quelle implication de l'État dans la facilitation de l'accès au marché? Quelles sont les conditions d'exportation des produits béninois? Autant de points que nous allons aborder le long de cette émission sur le thème, déjà je le rappelle, dynamisation de la filière anacarde au Bénin, accès au marché pour les acteurs. On installe nos invités et on se retrouve juste après. Dynamisation de la filière anacarde, accès au marché pour les acteurs béninois. Mesdames et messieurs, de retour en plateau, nous sommes en compagnie de M. Péniel Fanon, président du Conseil national des exportateurs de cajou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À côté, M. Edouard Assoba, le président de l'interprofession de la filière anacarde du Bénin. Bonjour, président. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous avoir dans les locaux du premier groupe de presse agricole et rural au Bénin. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, si vous permettez. Je vais tout de suite m'adresser au président de IFA. Comment se porte la filière anacarde aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. La filière anacarde se porte de mieux en mieux bien, étant donné que pendant cette campagne qui est encore en cours et qui va venir à son terme donc, à la fin donc, du mois d'octobre, eh bien, nous avons quand même réussi, malgré le Covid-19, donc à évacuer quand même une grande partie, disons, de la production. D'accord. La transformation, c'est vrai qu'elle a reçu un coup dur. Ouais. Donc la transformation n'a pas marché comme on l'aurait souhaité. Mais globalement, avec l'appui, donc l'encadrement des PTF et de l'État. D'accord. Et donc on a pu quand même réaliser, disons, tant soit peu, quelque chose de considérable. Voilà. D'accord. Je me tourne à présent vers M. Péniel Fanon, le président du CONEC. Monsieur Péniel, comment se porte la filière anacarde? Comme vient de le dire le président de l'interprofession, la filière anacarde se porte à merveille. À merveille. À merveille, parce qu'il y a eu des avancées certaines, aussi bien du point de vue technique que politique et socio-économique. Du coup, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a une visibilité qui s'observe au niveau de la filière anacarde. D'accord. Déjà, le Bénin fait partie des plus grands producteurs de cajou en Afrique. Pour preuve, je crois en 2018, derrière la Côte d'Ivoire et le Nigeria, avec près de 140 000 tonnes de noix brutes de cajou. Quels sont les acteurs qui interviennent dans ceci? Quand on entend qu'en 2018, on produit derrière la Côte d'Ivoire et le Nigeria, quels sont les acteurs qui interviennent? Disons qu'au niveau de l'interprofession, que j'aimerais donc conduire, et nous avons 4 grandes familles d'acteurs. D'abord la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin, la FENAPAB. Nous avons les transformateurs, le CNTC, le Conseil national des transformateurs de cajou. D'accord. Nous avons le CODEC, le Conseil national des exploitateurs de cajou, dont le président est en face de moi. Et nous avons aussi la FENAPAT, la Fédération nationale des acheteurs des produits agricoles et tropicaux. Et disons, toute cette famille d'acteurs ont constitué, bon, les producteurs majoritairement sont plus de 4000, donc réunis au sein
de la FENAPAB, mais il en reste quand même une bonne portion, une bonne partie, qui ne sont pas encore membres donc de la FENAPAB. Au niveau des exploitateurs, on peut compter une centaine. Les transformateurs, bon, un peu moins réduits, ils sont une quinzaine, je crois 12 transformateurs. Mais toutes les usines ne fonctionnent pas assez correctement, ne fonctionnent pas. Et donc voilà, c'est donc avec cette grande famille d'acteurs réunis que nous essayons donc de organiser, de restructurer donc un certain nombre de choses pour que la filière disons progresse. D'accord. Voilà. D'accord. Président IFA, on parle déjà de grande professionnalisation de la filière. Alors, quelles sont les stratégies, selon vous, qui doivent vraiment être mises en place pour que nous puissions ressentir cela? D'abord, c'est de renforcer la gouvernance des familles d'acteurs. Vous savez, toutes les familles sont aujourd'hui structurées. Nous avons des fêtières au niveau de toutes les familles d'acteurs. Et donc, vous savez, il faut, lorsque vous êtes structuré, il faut maintenant, progresser. Et dans ce progrès-là, on a besoin d'être renforcé pour que chaque famille d'acteurs joue sa partition. Et qui parle de filière agricole, parle donc de professionnalisation. Ainsi donc, si toutes les familles d'acteurs étaient professionnalisées, et donc nous allons nous compléter. Nous allons nous compléter, étant donné qu'on ne peut pas avoir toutes les fonctions à la fois. Nous allons nous compléter pour que le marché que nous visions, parce que là, c'est l'extérieur, nous puissions nous porter sur le marché, parce que le marché n'agit pas des règles. Si vous allez sur le marché X ou Y, ce n'est pas les mêmes règles qui les régissent. Exactement. On a besoin de se professionnaliser donc, pour pouvoir accéder à ces marchés-là. D'accord. Merci, Président IFA. Monsieur Péniel Fanon du CONEC, dites-nous un peu comment est-ce que l'exportation du cajou est organisée. Ok. Pour être exportateur de notre cajou au Bénin, il faut d'abord être une société bien enregistrée, avoir un registre de commerce, une carte d'importateur et respecter les règles du commerce au Bénin. À part cela maintenant, il faut adhérer à notre fêtière, mais ce n'est pas obligatoire. Je précise que ce n'est pas obligatoire, c'est une association régie par la loi 1901 et donc l'adhésion est libre et volontaire. Mais une fois que vous êtes adhéré à notre organisation, vous respectez les règles. Les règles, c'est qu'il y a une carte de commerçant, d'exportateur qu'on doit vous délivrer, moyennant un certain montant, et pour aussi être enregistré au niveau du ministère du Commerce en tant qu'exportateur de noix de cajou. Même si vous n'appartenez pas à notre association et vous êtes indépendant, vous devez montrer clairement au ministère du Commerce que vous exercez l'activité d'exportation de noix de cajou. D'accord. Voilà un peu comment ça se passe. Comment ça se passe. D'accord. Restons avec vous et puis parlons en termes de proportion. Déjà, quelles sont les chaînes de valeur qui sont vraiment plus portées? Oui, comme je vous le disais tantôt, il y a des amandes qui sont transformées pour être consommées localement. Il y en a qui sont transformées pour être exportées vers les marchés américains, européens, indiens, ainsi de suite. Mais c'est le client dit ce que les spécificités que lui veut pour son amande. Ça peut être torréfié, ça peut être non torréfié, ainsi de suite, beurré. Il y a plusieurs catégories de jeux. Il faut vous avouer que je ne suis pas transformateur, mais c'est ce que, en apportant, en côtoyant les transformateurs, c'est ce que j'entends dire souvent. Dans le domaine d'exportation des noix brutes, nous on exporte les noix brutes. D'accord. Précise, on exporte les noix brutes. Maintenant, il y a les noix transformées qui sont souvent exportés par les transformateurs eux-mêmes directement. Eux-mêmes directement. Ah, d'accord. Merci, Président. Revenons au Président IFA. Alors, le Bénin, à l'instar de la filière coton, la filière Anacad
est doté d'une interprofession. Alors, il y a eu plusieurs réformes dans le secteur agricole, notamment dans la filière Anacard. Alors, dites-nous, quelle implication de ces réformes-là pour porter vraiment à la commercialisation du cajou au Bénin? Je dois dire que les réformes sont à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de l'État, vous avez, disons, par rapport à la territorialisation donc, agricole, il y a eu des pôles, des agences qui sont mises en place. Et pour nous, l'agence dédiée, c'est Plo 4. D'accord. Et donc, au-delà de ça, il y a quand même, pour la commercialisation, il y a quand même eu des préparations pour donc mettre en chantier donc, des décrets pour régir la commercialisation, oui. Disons, la noix de cajou, et également pour réguler. Donc, vous serez déjà informé, sans doute informé, que récemment, il y a la loi sur les interprofessions qui a été introduite à l'Assemblée nationale, par le gouvernement. Vous savez que dans ce registre-là, il y a beaucoup de dispositions qui sont prises, et ça là, en faveur donc, de nous les acteurs. Et donc c'est important de le souligner. Mais au-delà de ça, il y a quand même, par rapport à la gouvernance dont je venais de parler, il y a quand même des actes qui ont été pris par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Oui. Et donc pour renforcer les différentes fêtières et également l'interprofession. Donc autant d'éléments donc, pour nous permettre donc, de pouvoir nous renforcer, de pouvoir consolider, établir des liens d'affaires entre les familles d'acteurs. Et nous abordons dans ce même registre, nous abordons le dossier de la contractualisation. Il y a eu je crois 2 ans que ce projet a été introduit, disons, par le CONEC et a suivi son cours. Donc actuellement, c'est quand même avancé. Et je crois que nous programmons au niveau de l'interprofession donc les semaines à venir donc, de rentrer, disons, effectivement en lien d'affaires, même si c'est virtuel d'abord, en lien d'affaires avec chaque famille d'acteurs pour leur permettre, au regard donc, de leur cahier de charges, de pouvoir réellement travailler conformément donc, à un principe très fort donc, de l'interprofession, le principe de subsidiarité, qui recommande que chaque famille d'acteurs se professionnalise et travaille pour compléter l'autre. Donc, au niveau d'une famille d'acteurs, ce qui est livré, donc c'est une matière première pour aider la seconde, la suite, donc à pouvoir donc travailler, opérationnaliser donc tout le dynamiser donc toute la filière. Donc voilà, c'est un peu comme ça que nous entendons fonctionner donc au sein de l'interprofession, parce que dans une filière, on parle de filière lorsqu'il y a le produit et le marché. D'accord. Et donc, le premier aspect, c'est de pouvoir produire en quantité, mais en qualité. En qualité. Si nous prenons les noix brutes, comme il a dit, il faut pouvoir avoir un bon caouet. Oui. Cela suppose qu'il faut maîtriser les bonnes pratiques agricoles. Justement, Président, on en parle, hein, on parle de qualité des produits de plus en plus régressants. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer ça? D'abord, nous pensons sans, disons, avoir la preuve effective, parce que ça, c'est les chercheurs, la recherche qui va nous, disons, confirmer cela. Mais nous pensons d'abord au climat, au climat qui est un peu défavorable cette temps-ci, mais également l'accompagnement de la recherche. Et vous savez que l'État a pris de grandes mesures en faveur de la recherche, pour nous aider, donc non seulement à avoir de bons plans greffés et améliorer, disons, le rendement de nos plantations, étant donné que nous n'avons pas encore totalement dépassé les 300 kg à l'hectare. Alors qu'ailleurs, nous estimons en Côte d'Ivoire déjà autour de 700 à 800 kg par hectare. Et au-delà de ces frontières-là, les pays ont atteint 1200 kg. 1200 kg à l'hectare. Ouais, donc nous avons du chemin. Et par rapport à ça, nous avons besoin vraiment
de travailler par rapport à la production. D'accord. Mais lorsque nous venons maintenant au niveau donc, du marché, et parlant de la qualité, il faut maîtriser également, disons, au niveau de l'exploitation, le kawaii. Cela interpelle donc les exploitateurs de cajou et les commerçants qui doivent s'outiller, et bien s'outiller pour accompagner donc les producteurs à ce niveau-là. Mais quand nous allons un peu plus loin, parlant de la transformation, nous allons aborder les questions, disons, des normes alimentaires, le HACCP, les normes bio, FLO, etc. Ça dépend donc de la demande. Si le demandeur veut un produit bio, eh bien, il faut se conformer et avoir la certification bio. Si le demandeur, disons, a besoin d'un produit équitable ou bien du HACCP, par exemple, il faut donc que, disons, nous, opérateurs, nous puissions travailler pour nous conformer à cette certification-là. Et donc voilà autant d'éléments qui nous montrent, qui nous révèlent qu'on a besoin vraiment d'être professionnalisé au niveau de chacun des membres de chacune des familles d'acteurs. Voilà. D'accord. Restons toujours dans le même registre et toujours avec vous et parlons maintenant de la traçabilité des produits. Comment cela se passe? La traçabilité, en définition simple, c'est de pouvoir tracer le produit. D'accord. Lorsque vous êtes sur un champ A ou bien un champ B, et disons le produit qui sort de là, vous devez pouvoir l'identifier jusqu'au niveau de l'exploitation en aval. Vous devez savoir, par rapport aux étiquettes, donc vous devez savoir identifier ce produit-là sur la parcelle A ou bien la parcelle B. Donc quand ça arrive au niveau de l'exploitateur, c'est une mesure, un mécanisme qui est mis en place pour lui permettre de savoir que si le produit est de mauvaise qualité, eh bien je dois attaquer la plantation A ou la plantation B. Exactement. Donc c'est en termes simples, c'est ce que nous appelons traçabilité. Et cela va jusqu'à l'extérieur. Parce que si l'amende n'est pas bien faite, eh bien il faut que les étiquettes permettent donc d'identifier quelle est l'usine, au niveau de quelle usine, disons, de quelle usine provient donc ces amendes-là. Et voilà des chantiers, de grands chantiers auxquels nous allons faire face, disons, certainement avant la campagne prochaine. Nous avons initié des projets déjà qui sont, disons, théoriquement approuvés par exemple, le ministre de l'Agriculture qui, avec nous, est d'accord que le contrôle de la qualité soit mené et nous avons mis en relation avec l'ABSSA, donc pour que nous puissions mettre en chantier donc, le mécanisme, de sorte que déjà au cours de cette campagne-là, nous puissions réellement rentrer dans cette activité-là. D'accord. Voilà, d'accord. Merci, Président. Alors, une question pour vous deux. Monsieur Péniel d'abord, comment accéder au marché? Merci. Comme l'a dit le Président IFA tout à l'heure, pour accéder au marché, il faut d'abord avoir un produit de très bonne qualité. Et avoir un produit de très bonne qualité passe par la sensibilisation et la formation des producteurs. En plus du climat dont il a parlé, il faut que les producteurs aient une bonne pratique pour pouvoir conditionner les produits. Après cela, il faut contacter les acheteurs. Les acheteurs, comme nous on est à l'international, nous travaillons beaucoup plus avec l'Inde, le Vietnam et même l'Europe, le Brésil, tous les pays du monde. D'accord. Donc il faut les contacter, présenter le produit. D'ailleurs, le Bénin aujourd'hui est réputé avoir la meilleure qualité sur le marché du ouest africain. C'est le Bénin qui a la meilleure qualité. Et ça fait que les acheteurs affluent dès l'ouverture de la campagne pour quand même avoir les premières noix de bonne qualité. Parce qu'au fur et à mesure que la campagne s'avance, la qualité aussi prend un coup, ça détériore. Donc, tout à l'heure, le président a dit que la campagne va finir en fin octobre. Ne sont plus tellement de très bonne qualité. Parce que la conservation a pris, n'étant pas au rendez-vous, les noix ont pris un coup. D'accord. Merci pour la campagne. On va y revenir. Mais d'abord, Président, est-ce que vous avez quelque chose à compléter? On devrait ajouter à ce qu'il a dit qu'il faut avoir un contrat. Il faut avoir un contrat. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous avez un contrat, c'est des dispositions qui sont contenues dans ce contrat qu'il faut pouvoir, disons, exécuter.
Et donc, avec le contrat, vous savez, si vous avez à envoyer, disons, un produit de tel kawaii, par exemple, si c'est la loi brute, il s'agit, comme il a dit, mais si c'est les amendes, vous savez également si c'est, disons, le SW, parce qu'on parle souvent de SW 320, et puis qui sont les amendes entières, SW, mais il y a également les amendes qui sont les amendes fendues, enfin, qui sont brisées, qui ont également les spécifications. Et souvent, ce qui est brisé, c'est les amendes entières pour les transformateurs. Donc, chaque type, disons, d'accès au marché est lié à un contrat. D'accord. Et ce contrat-là, si vous ne tenez pas, disons, respectez pas les dispositions, eh bien, vous êtes frappé également par des dispositions qui sont toujours contenues dans ce contrat-là. Donc, dans tous les cas, pour y accéder, on va avoir un contrat et il faut avoir maintenant les compétences à l'exploitation. C'est-à-dire qu'au plan local ici, l'exploitateur ne produit pas lui-même le produit. Exactement. Vous avez donc il doit être en lien, en relation avec donc à la fois des acheteurs mais également des producteurs. Et donc c'est tout un circuit. D'accord. Donc il faut prendre donc, pour accéder au marché. D'accord. Et même le marché, lorsque ça va au-delà du Bénin, eh bien ça continue parce que ceux qui consomment, si c'est les amendes, eh bien il faut pouvoir distribuer. Et bien, si ceux qui vont pas consommer la loi brute, mais ils ont également des chaînes de transformation à l'extérieur, et c'est là où nous parlons de la valeur ajoutée. D'accord. C'est pourquoi, disons, le gouvernement, disons, a opté pour la transformation donc, de 50% de la production nationale pour que la valeur ajoutée puisse quand même rester au Bénin. D'accord. Voilà D'accord. Je reste avec vous et vous nous expliquez très brièvement comment se passe la campagne de commercialisation, comment elle fonctionne. La campagne de commercialisation fonctionne d'abord par un lancement. D'accord. C'est les autorités, donc le ministre, Madame le ministre du Commerce, qui l'a lancé la dernière fois et qui va encore, disons, lancer la campagne prochaine. Et donc, c'est le premier départ. Mais pour ce lancement, ça se prépare. D'abord, les acteurs se réunissent avec les ministères sectoriels pour étudier, pour réfléchir sur le prix qui va être pratiqué, donc le prix plancher qui va être pratiqué. Et donc, au terme de ces échanges-là, donc, en accord avec le gouvernement, le prix plancher est fixé et déclaré donc, au cours du lancement de la campagne. Et donc, dès que c'est fait, maintenant, les acteurs sont autorisés à pouvoir rentrer donc, en compétition donc, pour, disons, exécuter la commercialisation à son niveau. D'accord. Voilà. On parle de compétition. Monsieur Péniel, déjà, vous nous avez dit les pays de destination. Maintenant, en 2017, les exportateurs sont les acteurs de la filière qui ont réalisé le plus gros chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, est-ce que la dynamique est maintenue? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Ce sont des recherches, nous sommes des journalistes, il faut fouiller. Non. Moi, je ne sais pas, hein. C'est vous qui le dites maintenant, puisque les contrats sont individuels. D'accord. Et là, c'est seul l'État ou les impôts qui pourront vous dire, les banques qui pourront vous dire telle société a fait un gros chiffre. D'accord. Parce que de la même façon, je ne sais pas ce que les transformateurs ont fait comme chiffre. D'accord. Les producteurs. Donc chaque famille, personnellement, je sais ce que j'ai fait comme chiffre, mais je ne peux pas savoir ce que M. Assogba, le président IFA, a fait comme chiffre. Exactement. Donc maintenant, pour maintenir la dynamique comme vous avez dit, je préfère qu'on aborde ce pan pour dire que c'est d'abord la professionnalisation de toutes les familles d'acteurs, comme on l'a dit. Que chaque famille puisse faire réellement ce qu'il doit faire et qu'il n'y ait pas d'intermission, que quelqu'un n'aille pas empiéter sur le territoire de l'autre. Le producteur n'a qu'à rester dans son domaine et produire, que l'acheteur aille acheter, l'exportateur à son tour et le transformateur aussi, pour être plus efficace. Parce que quand vous cherchez à trop embrasser, vous n'êtes plus efficace. D'accord. Donc du coup, ce que nous avons à faire pour maintenir le cap,
c'est d'abord travailler avec le gouvernement à ce que la production soit augmentée parce que tant qu'il n'y a pas assez de produits, il n'y aura pas de compétition. D'accord. Si c'est 50, le gouvernement dans son programme veut que le Bénin transforme au minimum 50%, si c'est les 50% qui sont seulement produites, les autres, nous autres acteurs, on n'existerait pas. D'accord. Donc on va réserver ça à la transformation. Donc c'est pourquoi tout le monde d'abord devrait travailler à ce que la production augmente. D'accord. Donc je pense que... D'accord. Merci Monsieur Péniel. Président IFA, alors on continue de connaître la crise sanitaire, la Covid-19. Cela a impacté en tout cas tous les secteurs d'activité. Parlons des filières, parlons de la filière Anacard. Quelles ont été les conséquences de cette crise-là sur votre filière? D'abord, au début, vous avez constaté que les acheteurs internationaux n'étaient pas au rendez-vous. Exactement. N'étaient pas au rendez-vous. Oui. Et les quelques-uns qui étaient là aussi, disons, devraient suivre, observer les mesures barrières qui sont décrétées par l'État, comme tous d'ailleurs. D'accord. Nous n'étions pas autorisés, disons, à nous déplacer, à aller sur le terrain. Et donc, du coup, il avait des difficultés à évacuer les produits vers Cotonou. Vous vous souvenez, ouais. Et donc, tout le monde était contraint, était confiné. Et donc, les grands acheteurs dont il a cité tout à l'heure, le Vietnam, l'Inde et la Chine, ne pouvaient pas venir au Bénin et ne pouvaient aller nulle part dans d'autres pays. Donc, c'était une crise mondiale et donc une pandémie mondiale, donc tout le monde était atteint. Alors, donc, tout de suite, le prix a complètement chuté. Oui. Au niveau donc, du Bénin, le prix a complètement chuté et même ailleurs, ça a chuté. Et donc, ça a fait que les producteurs ont dû avoir pendant longtemps les produits sur les bras. Et donc, mais après, le marché a repris de regain. Et donc, c'est pendant que progressivement, les produits ont commencé à évacuer. Disons qu'avec une moyenne de 250-300. D'accord. D'accord. C'est autour de ce prix-là que les opérations de commercialisation se sont focalisées autour de ce prix-là. Donc globalement, disons que par rapport à la campagne passée, eh bien, il y a eu quand même des pertes. D'accord. Mais maintenant, c'est au niveau de la production. Au niveau de la transformation, disons, le chiffre avancé aujourd'hui se trouve autour de 10 000 à 12 000 tonnes. Et donc sans avoir les derniers chiffres, parce que c'est tellement que il y a eu également, disons, un peu plus de produits transformés. Et sinon, jusqu'à un passé récent, les chiffres évoqués étaient autour de 12 000 tonnes donc, de produits transformés. Voilà, parce que les contrats ont été dénoncés. Vous savez, les banques étaient, disons, réticentes à un moment donné, étant donné ce que vous savez, le Covid étant là, on ne pouvait pas injecter de l'argent lorsqu'on n'est pas sûr, disons, du retour. Oui. Et donc, voilà autant d'éléments qui, n'est-ce pas, donc, n'ont pas permis donc, de faire une campagne aisée. Et vous avez vu, le gouvernement a pris des mesures également pour accompagner, tout récemment, pour accompagner. Et donc, avec le FNDA, si vous avez suivi, avec le FNDA, eh bien, il y a eu beaucoup de mesures qui sont prises en faveur donc, des acteurs. Il va falloir maintenant se conformer et, disons, se déclarer correctement pour donc, pouvoir bénéficier donc, de ces mesures. Voilà. D'accord, d'accord. On va y revenir, mais déjà, je m'adresse à M. Péniel. Alors, avec la crise sanitaire, avec la Covid-19, quels sont les marchés d'accès pour les acteurs béninois? Et quelles sont les difficultés afférentes? Ok, avant d'y arriver, je voudrais quand même me prononcer sur les conséquences que le Covid a eues. C'est d'abord la peur à gagner les producteurs qui, à un moment donné, ont bradé les produits. D'accord. Et parce qu'il y a des acheteurs internationaux qui sont quand même sur place avant que le Covid ne vienne et qui n'ont pas pu voyager. Exactement. Donc, eux, en rentrant dans la danse de la commercialisation,
ils ont d'une manière ou d'une autre, il n'y avait pas un contrôle à ce moment-là. D'accord. Donc, des producteurs ont dû brader leurs produits sous peur d'avoir ça sous les bras, de peur d'avoir ça sous les bras. Continuellement, ils ont dû brader à un moment donné. Donc, c'est d'abord la conséquence principale. Au niveau des exportateurs, il y a aussi, comme le président l'a dit, à chaque niveau, il y a eu des conséquences. D'accord. Au niveau des exportateurs. Au niveau des exportateurs, comme on l'a si bien dit, les contrats ont pris un coup. Les contrats ont pris un gros coup où les prix n'ont pas suivi le prix normal du marché international. D'accord. Donc du coup, c'est le bradage toujours. Oui. Il y a beaucoup de pertes, des casses au niveau des exportateurs parce que vous avez quand même acheté des produits à un prix donné, mais après quand vous ajoutez les formalités de mise à forme et ajoutez la taxe de l'État, tout ça là, vous n'arrivez pas à un moment donné à pouvoir vendre à un prix intéressant pour pouvoir faire la marge parce que la banque qui vous a aussi donné et son concours attend des retours. Donc du coup, à un moment donné, les contrats ne répondaient pas tellement à ce qu'on aurait pu espérer. D'accord. On reste avec vous. Dites-nous un peu, avant la COVID-19 et même pendant, quelles ont été les difficultés liées à l'exportation des produits? Non, comme on le dit là, nous sommes toujours en train de travailler pour l'organisation d'une très bonne filière de l'anacarde au Bénin. Justement. Et donc, au niveau de chaque maillon, il y a des difficultés. Les difficultés liées à l'exportation de cajou, c'était d'abord l'identification des acteurs, de qui fait quoi réellement, qui est réellement exportateur. Parce que beaucoup prétend être exportateur et du coup ne respecte pas les règles qu'il faut. Voilà. Du coup, il faut la professionnalisation du métier d'exportateur. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et dire je vais exporter. Il y a des règles, des conditions d'abord à respecter. Parce que celui qui n'était pas dans le métier ne peut pas savoir qu'il faut un produit de bonne qualité. Il faut la sachérie, il faut le conditionnement du produit. Et après ça, respecter les règles établies, mises en place par le ministère du Commerce. D'accord. Donc, du coup, quand vous n'êtes pas informé sur ces pratiques, vous passez à côté. Et ce n'est pas toujours bien pour l'exportation. Parce qu'à un moment donné, il y a ceux qu'on appelle les exportateurs pirates qui viennent rester dans les hôtels et qui, c'est vrai qu'au moment du Covid, ils ne sont pas là. Vous avez dit avant Covid et au cours de la Covid. de Covid. Donc, du coup, avant, il y avait ce qu'on appelait des exportateurs pirates. Quand il vient, le conducteur de ZEN peut dire je peux te trouver des lois. Ils achètent, ils remettent au transitaire qui envoie les produits sans pouvoir contrôler réellement si l'État a pu gagner quelque chose. Parce que quand ils viennent, ils ne créent pas de société, ils ne respectent pas les règles. Donc il y a toutes ces luttes-là que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour quand même savoir qui fait quoi dans le secteur. D'accord. Donc au niveau de CONEC, aujourd'hui, nous avons recensé un certain nombre et ceux aussi qui ne sont pas recensés, quand bien même ils doivent exporter, ils passent par la voie de IFA et on transmet leur dossier au niveau du ministère. D'accord. Je crois qu'on va vous inviter une prochaine fois pour traiter vraiment le sujet lié à l'exportation. Alors, on voit souvent, président IFA, on voit souvent les autorités politico-administratives aux côtés des acteurs. Dites-nous un peu quelle relation ou quelle collaboration est établie entre les autorités et les acteurs d'une part et les partenaires techniques et financiers d'autre part. Oui, d'abord vous savez que j'ai évoqué tout à l'heure qu'il y a des dispositions liées aux lois. Oui. Les lois sur les interprofessions, les différents arrêtés dont j'ai parlé tantôt. Et ces arrêtés ne se prennent pas uniquement par, disons, l'État. Oui. C'est d'abord des travaux qui se font avec les acteurs pour voir, disons, puisque c'est à nous d'appliquer et l'État de réguler. Et donc, lorsque nous nous entendons sur les règles du jeu, eh bien, il faut bien un arbitre pour voir si tout est suivi. Et donc, aujourd'hui, il faut dire que dans un partenariat public-privé, les acteurs sont engagés depuis des années, et donc avec
le gouvernement à travers les ministères sectoriels. D'accord. Et vous avez, disons, par rapport aux lois, on y a travaillé. Ouais. Il y a, disons, la plateforme des producteurs, la PIDOPA, il y a la passive également, qui se joint donc à nous, famille d'acteurs, avec les PTF, pour que nous puissions, disons, nous pencher régulièrement sur des thématiques données. Parce que lorsque une thématique, par exemple, telle que les décrets, disons, portant organisation et fonctionnement donc, de la campagne de commercialisation, par exemple, eh bien, ça ne vient pas ainsi de l'eau. Donc, c'est les acteurs qui se mettent ensemble avec les ministères sectoriels, accompagnés donc des PTF, et donc pour que nous puissions ensemble élaborer donc ces documents-là. Et c'est vrai que l'œil de l'État, l'œil de régulation, in fine, est déterminant, mais les travaux, disons, de réflexion sont menés, disons, dans un partenariat public et privé, accompagné naturellement par donc, les partenaires techniques et financiers. Donc c'est toujours comme ça que nous avons travaillé sur toutes les thématiques liées, disons, au secteur. D'accord. Et dans la même veine, disons, le pôle 4, disons, nous invite sur les thématiques données pour réfléchir ensemble. Et donc, de façon générale, nous pouvons dire que un partenariat permanent est engagé entre l'interprofession, naturellement avec la famille d'acteurs, donc l'interprofession et les partenaires techniques et financiers et l'État. D'accord. Voilà. Merci, Président IFA. Une question pour vous deux pour finir. Dites-nous, Monsieur Péniel, quelles sont les actions urgentes déjà pour réussir la commercialisation voilà, cette année et permettre au Bénin d'être mieux positionné dans le rang des producteurs et exportateurs de cajou? Ouais, les actions urgentes, c'est les actions de tous les jours. Ce qu'on fait toujours par le passé, c'est d'abord accompagner les producteurs pour l'entretien de leur ferme, de leur champ, pour que, in fine, on ait de bons rendements, de bonnes productions, et après ça, suivre les bonnes pratiques de conditionnement pour que nous ayons un produit de bonne qualité et respecter les règles établies par l'État, par l'interprofession, pour que chacun reste dans son rôle en tant qu'acteur et que d'autres ne viennent rentrer dedans de façon désordonnée. Donc, du coup, il faut pouvoir observer les règles qui sont établies aussi bien par l'État que l'interprofession. L'invité du week-end de ce jour s'est accentué sur la dynamisation de la filière anacarde, accès au marché pour les acteurs béninois. Et nous étions en compagnie de M. Péniel Fanon, président du Conseil national des exportateurs de cajou, également M. Edouard Assogba, président de l'interprofession de la filière anacarde du Bénin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et le même sourire. Bye bye.